Bonjour, dans cette première vidéo concernant les systèmes logiques et numériques, nous aborderons, après une introduction, le détail des bases de logique combinatoire, ainsi qu'un point sur les systèmes de numération et de codage. Dans une seconde vidéo, nous nous intéresserons après aux systèmes à événements discrets et les outils de description associés. Alors, les systèmes logiques et numériques. Tous les systèmes actuels sont intelligents et comportent des microcontrôleurs, microprocesseurs qui vont, en fonction de certaines programmations et certains algorithmes, définir des modes de fonctionnement ou des lois de fonctionnement. Donc par exemple, autour d'un avion, de nombreux systèmes d'aide au pilotage permettent le positionnement à l'atterrissage, en vol et au décollage de l'avion par rapport aux pistes d'atterrissage ou par rapport au cap demandé. Le robot d'Arduino P qui va nous intéresser en tant que fil rouge de ce cours est un système du laboratoire particulièrement adapté à l'étude des systèmes logiques et numériques de par sa grande pluralité de technologies et le fait que toutes les technologies qu'il embarque sont complètement d'actualité. Enfin, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses thématiques autour des drones se développent et dans le pilotage d'un drone aussi, divers modes de fonctionnement peuvent être étudiés. Alors un petit point sur le fil rouge de ce cours, le robot d'Arduino P. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tout un ensemble de connectiques complètement d'actualité, Ethernet, Wi-Fi, HDMI, USB, etc. Et ce robot comporte deux cartes microcontrôleurs, un contrôleur principal qui va gérer essentiellement le fonctionnement global des modes de fonctionnement du robot ainsi que les connectiques externes avec les haut-parleurs, microphones et compagnie, et un microcontrôleur secondaire, une autre carte électronique qui va être dédiée, elle, à la commande des actionneurs, des 20 actionneurs servomoteurs Dynamic 7. On a vraiment donc du coup une architecture distribuée complètement actuelle, comme on le verra à la fin de ce cours. Un petit résumé de la technologie embarquée dans ce robot. Donc on a 20 degrés de liberté, 20 actionneurs asservis, 22 capteurs puisqu'il y en a un par actionneur, et puis on a ensuite un gyromètre et un accéléromètre, 3 axes chacun, caméra, LED, haut-parleur, 2 microcontrôleurs, un bus de communication asynchrone série TTL par lequel toutes les informations sont véhiculées pour tous les actionneurs. Donc on s'intéressera lors d'un TP en travaux pratiques à étudier ces échanges et à identifier comment chaque servomoteur peut interpréter les informations pour savoir si elles lui sont adressées ou non et renvoyer sur ce même bus les informations de position, vitesse et compagnie. Et puis une connectique, comme je l'ai dit, complètement actuelle. Alors, l'objectif de cette première partie du cours va être de pouvoir acquérir des bases de calcul sur des grandeurs logiques ou numériques telles qu'elles sont manipulées dans les microcontrôleurs. Donc on a besoin de définir ce que c'est qu'une variable logique. Une variable logique prend un état 0 ou 1, vrai ou faux, tout ou rien. Exemple, une broche de sortie de microcontrôleur va être sur 0 ou 5 volts. Donc on va lui associer deux états associés à sa tension. Une fonction logique est une fonction dépendant de une ou plusieurs variables logiques. Un exemple ici basique vous est proposé. Pour illustrer ce cours, nous avons traité la commande de système d'essuie-glace. Et donc la démarche proposée a été donc, dans un premier temps de définir la frontière étudiée, d'identifier les entrées et les sorties et le représenter en termes de blocs. Ensuite nous avons écrit les équations logiques des variables de sortie, des vitesses de sortie en fonction des entrées. Et puis enfin nous avons proposé des solutions techniques de câblage des variables de sortie avec des logigrammes et des relais à contact. Donc une fois cette illustration effectuée, on peut maintenant définir les bases de ce cours de manière évidente.
puisqu'on l'a déjà manié. Donc un système logique est un système ayant un certain nombre d'entrées et de sorties étant des variables logiques. Et puis on va distinguer des systèmes logiques combinatoires des systèmes logiques séquentiels. Un système logique combinatoire est tel que la sortie à un instant ne dépend que de l'entrée au même instant. Autrement dit, l'histoire des entrées n'intervient pas. Contrairement à un système logique séquentiel, pour lequel la sortie à un instant dépend de l'histoire des entrées, donc des sorties et des entrées aux instants précédents aussi. Un système séquentiel comporte donc fondamentalement des mémoires. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au système logique combinatoire, et pour ce faire, il nous faut détailler mathématiquement l'algèbre de Boole, puisque c'est celui dans lequel on va travailler. On a donc dans l'algèbre de Boole un ensemble binaire, 0, 1, deux variables, et cet ensemble présente une structure d'algèbre, comme vous le verrez en mathématiques. On le munit ainsi d'une loi d'équivalence qui est l'égalité, l'identité. On le munit d'une loi unaire qui est le non, l'opposition, qu'on note parfois A bar. Et puis on le munit de deux lois de composition interne que sont le OU et le OU étant le OU inclusif, A ou B, et le A et B. Le OU étant noté avec un signe associé au plus, et le étant noté avec un point. Ces notations sont liées au fait qu'on a des propriétés de commutativité, associativité, distributivité, avec le OU et le qui sont les mêmes qu'avec le plus et le fois dans l'algèbre décimale. Néanmoins, on pensera bien quand on lit une équation logique à lire A ou B, et à lire ici A et B. Cette algèbre de Boole comporte des éléments neutres. 1 est l'élément neutre du A et 1 égale A, et A ou 0 égale A. Pour représenter une fonction logique, les tables de vérité sont très utiles, comme on va le voir juste après. On a parlé des propriétés fondamentales qui découlent de cette notion d'algèbre. Et puis, on a des théorèmes de De Morgan qui sont intéressants pour simplifier les expressions logiques, qui est que le complémentaire d'un et le OU décomplémenté, et réciproquement, le complémentaire d'un OU et le et décomplémenté. Ce qui permet de simplifier les équations logiques. Et donc, en ce sens, la principale difficulté pour nous actuellement, qui ne manions pas de manière naturelle l'algèbre de Boole, est de simplifier au maximum des expressions algébriques de fonctions logiques. Donc, je vous ai proposé ici quelques exemples à simplifier. Nous en avons mené ou nous en mènerons quelques-uns en cours. L'objectif n'étant pas d'atteindre une compétence spécifique de simplification à l'extrême de variables logiques. Ce n'est pas des compétences attendues pour un ingénieur actuellement. Donc d'autre part, une table de vérité permet de représenter les différents cas pour lesquels une sortie va prendre une certaine valeur. Et donc, par exemple, lié à cette table de vérité, on va pouvoir dire que la sortie, c'est A bar, B bar, C bar, ou ce cas-là, c'est-à-dire A bar, B bar, C, ou A, B bar, C bar, ou A, B bar, C, ou A, B, C bar. On s'est rendu compte, ou on va se rendre compte prochainement en TP, que pour une variable de ce type-là, il peut être peut-être plus intéressant et plus judicieux d'exprimer S bar, le complémenté, puisqu'il n'y a que 3 zéros, ce qui donne une expression plus légère en disant que S bar égale ce cas-là, c'est-à-dire A bar, B, C bar, ou ce cas-là, A bar, B, C, ou ce dernier cas, A, B, C. Ainsi, en faisant entrer S bar dans une porte non, on aura S exprimé de manière plus légère et éventuellement câblé de manière plus légère qu'en l'exprimant avec les 1 qui ici sont au nombre de 5. Ce sera donc une technique pour éventuellement simplifier plus facilement S. Bon, ensuite, une fois qu'on a déterminé l'expression d'une variable de sortie en fonction des entrées, il va s'agir de réaliser les fonctions logiques à partir des opérateurs logiques de base, que sont les opérations oui, l'égalité, l'identité, non, l'opposé, et ou, par défaut, le ou inclusif, non et, non ou, le ou exclusif,
qui n'est vrai que quand une des deux variables est à 1 et l'autre à 0, et l'identité. Pour ce faire, différents types de représentations sont communément admises. La représentation par logigramme, qui est adaptée à une mise en œuvre électronique, et on va dire technologie en voie de dépassement ou actuellement déjà dépassée. Et puis des schémas à contact, autrement nommés schémas en échelle ou ladder, qui sont des représentations graphiques adaptées à une mise en œuvre câblée, électrique ou pneumatique. Donc dédié éventuellement à une technologie pneumatique, ça peut encore avoir du sens. Sinon, la technologie électrique est bien évidemment déjà bien dépassée. Donc on ne s'apesantira pas énormément sur ces représentations câblage à contact, car elles sont peu usitées de nos jours. Il faut savoir que certaines fonctions sont universelles. On va le voir en TD très prochainement. Le nom et le nom ou, par exemple, sont des fonctions logiques universelles qui permettent de générer toutes les autres opérations, toutes les autres fonctions de l'algèbre de Boole, en les combinant intelligemment. Ce qui peut permettre éventuellement de faire des simplifications d'expressions à partir d'une seule porte logique, si jamais dans une entreprise on souhaite câbler uniquement avec un gros stock d'opérateurs logiques non et ou non ou exclusivement. Bien, pour ce faire, on peut donc, suite aux divers exemples que l'on a menés en fil rouge en cours, on peut mettre au point un peu une méthodologie de réalisation de commandes d'un système logique combinatoire, avec ici un exemple de chariot élevateur gérant sur 2 étages la disposition de paquets à partir d'un sélecteur d'étages. Dans un premier temps, il faut réaliser le bilan des entrées-sorties du système. Ensuite, on vérifie que le système est combinatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas deux fois la même sortie pour des entrées différentes, ce qui du coup voudrait dire qu'il faut tenir compte de la mémorisation, de l'évolution de l'histoire des entrées-sorties. Donc vérifier que le système est bien combinatoire, c'est-à-dire établir une table de vérité et vérifier qu'il n'y a pas 2 cas contradictoires pour une même combinaison d'entrées. Écrire la table de vérité. On détermine les fonctions logiques pour chaque sortie et on essaie de les simplifier, puis construire le schéma de réalisation, et enfin vérifier le bon respect du cahier des charges sur le câblage obtenu, soit par expérimentation, soit par simulation. Notons que lorsque l'on a fait la série de TP pour lequel, du centre d'intérêt correspondant, pour lequel on a travaillé sur le câblage de l'ouvre-portail ou sur le câblage de l'afficheur 7 segments, eh bien c'est ce que l'on a fait en vérifiant par simulation que le câblage réalisé sous AutomeGen fonctionnait bien. Deuxième partie de ce cours, un point sur la numération et le codage de l'information. On va donc rappeler là des choses que vous avez déjà revues en informatique. Parlons des systèmes de numération. Actuellement, on est associé, notre système de numération développé actuellement, en particulier en Occident, est associé à la base décimale. Donc on a des chiffres de 0 à 9 et on compte en base 10, c'est-à-dire que 23 en base 10, c'est 2 dizaines et 3 unités. De la même manière, on peut compter en base 2, base binaire, en base hexadécimale ou toute autre base, la base binaire étant bien plus adaptée électroniquement, la base hexadécimale étant grandement développée en informatique. Donc 1, 0, 1 en base binaire correspond au fait que on va avoir 1 bit de poids faible fois 2 puissance 0, 0 bit de poids 1 fois 2 puissance 1, et 1 bit de poids 2 fois 2 puissance 2, et ainsi de suite. Ce qui signifie que 1, 0, 1 correspond à 5 en base décimale. Et de la même manière, la base hexadécimale, alors comme on compte au-delà des 9, au-delà de 10 et donc des 9 chiffres, eh bien il faut définir ce qui se passe après. Et donc dans l'hexadécimale, après le 9 vient les lettres majuscules A, B, C, D, E, F. Ainsi, 1D, D pour le bit de poids faible, donc D correspond à 13, donc 13 fois 16 puissance 0, plus 1 de bit de poids 1 fois 16 puissance 1, si jamais il y en avait d'autres, ainsi de suite. Voilà ce qui donnerait donc 29 en décimale. Voilà donc comment convertir un nombre dans une base donnée en une autre base, et en particulier celle qui nous intéressera parce que c'est celle avec laquelle on travaille depuis un certain nombre de millénaires, la base décimale. Donc quelques exemples
vous sont proposés et seront détaillés en cours. Et puis, pour l'addition, on sait très bien maintenant naturellement, sans trop réfléchir, faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions en base 10. Et on peut aussi faire les mêmes en base hexadécimale ou en base binaire. Parfois, c'est non sans mal, c'est-à-dire qu'on a besoin de se rappeler les fondamentaux de comment additionner, comment soustraire, comment poser une multiplication, comment poser une division, avec les questions de retenue en particulier pour multiplication et division. Et donc quand on en a maternelle supérieure, et ben, des fois en binaire, et ben, on galère un petit peu à se rappeler comment on fait. Donc ce sera l'occasion d'illustrer ce cours par ces quelques opérations-là. Pour coder une information, maintenant, quand on veut échanger une information et qu'on veut la coder, l'idée c'est de fixer une convention permettant de lire et écrire une information sans ambiguïté. Les chiffres arabes dessinés sur le papier sont notre code humain pour les données numériques, mais ce code est peu approprié aux machines. Les machines sont bien plus basées sur le code binaire. Et donc on va détailler ici quelques codes que vous avez à connaître, sachant que chacun répondra plus ou moins à certains critères de performance qu'on peut énoncer pour un code. La taille du codage, la fiabilité de lecture-transmission peut aussi être important. Si jamais on a des techniques de minimisation de risque d'erreur de propagation, ça peut dans certains cas être intéressant. Et la simplicité de manipulation des opérations peut aussi dans certains autres cas être intéressant. Donc les différents codes que vous avez à connaître sont les suivants. Le code binaire naturel, qui permet de coder les nombres, c'est le seul code qui permet de réaliser les opérations sur les nombres, et la taille de codage est optimale. Il faut donc 4 bits pour coder un chiffre entre 0 et 9. Puisque 2 puissance 2 égale 4, 2 puissance 3 égale 8, 2 puissance 4 égale 16. Donc avec 4 bits, on peut avoir les 10 possibilités pour coder les chiffres entre 0 et 9. On a donc ici le détail du code binaire naturel, où le nombre égale la somme des AI, 2 puissance I, où AI est le chiffre associé au bit de poids I. Le code binaire réfléchi est très intéressant, qui permet donc de coder les nombres, et il est très intéressant dans les capteurs de position, car il permet d'éviter des sources d'erreur dans les positions intermédiaires. Comment est-il réalisé? Eh bien, sa particularité est le fait que le passage d'un nombre suivant se fait en changeant la valeur d'un seul bit. Il diffère donc du code binaire naturel. Il n'y a pas de moyen de le calculer à partir du poids des bits. Il faut comparer à une table de correspondance. Nous le détaillerons donc, ou nous l'avons détaillé en cours. Le code 3 parmi 5. L'objectif de ce code, l'idée c'est de choisir 3 bits à 1 parmi 5 bits. On a donc un certain nombre de combinaisons possibles, c'est-à-dire 10. Et puis il permet de coder les 10 chiffres décimaux, bien sûr. L'avantage de ceci, c'est qu'on peut auto-détecter des erreurs de lecture ou de transmission, puisqu'on sait qu'il faut transmettre et recevoir 3 bits à 1. S'il y en a 2 ou 4, c'est qu'il y a eu une erreur. Et pour qu'il y ait 2 erreurs qui se compensent, ça diminue énormément la probabilité, puisque ça voudrait dire qu'il y en ait un qui passe à 0 et un autre qui passe de 0 à 1, donc ça fait 2 erreurs combinées, ce qui a priori diminue énormément la probabilité d'erreur. Le code est personnalisable, il y a factoriel 10 possibilités, donc ça peut aussi être un avantage. Par contre, la taille du codage n'est pas optimale, puisqu'il faut 5 bits pour coder les 10 chiffres, au lieu de 4 au minimum. Et toute opération nécessite un décodage au préalable, c'est-à-dire nécessite une comparaison à une table associant et permettant de décoder. Par exemple, le code de la poste est celui-ci. Vous trouverez ici le 84000 associé au code d'Avignon. Le code décimal codé binaire, chaque chiffre est codé sur 4 bits. L'intérêt, c'est que le code est plus proche de la base 10, et donc codage-décodage plus facile, les opérations peuvent donc être adaptées. Par contre, la taille n'est absolument pas optimale, puisque on a vite énormément de stockage.
Ce code est principalement utilisé sur les afficheurs 7 segments. Rappelez-vous, quand on a, pour ceux qui ont fait le TP, chacun, un afficheur 7 segments code un chiffre et donc est associé à un codage en binaire naturel sur 4 bits. Enfin, le code ASCII. Le code ASCII permet de coder sur 8 bits les 256 caractères classiques du clavier. Il y a une table de vérité que vous pouvez trouver sur internet permettant de définir les différents caractères en fonction de la combinaison sur 8 bits. Et il faut savoir que en particulier les mails sont transférés codés de cette manière-là en ASCII. Ensuite, donc là nous avons vu des codes indés. Le code barre est aussi un code indé, hein. On a des barres plus ou moins sombres. Donc une barre pleine correspond à 1, une barre vide correspond à un 0. On a un code indé mais qui est étiré pour faciliter la lecture par un lecteur de code à barre. Et puis des codes 2D se sont développés cette dernière décennie ou un petit peu plus et sont de plus en plus employés. L'objectif c'est d'avoir donc des cases blanches à 0, des cases noires à 1 et donc un certain nombre de codages en 2D dans un carré qui permettent du coup de coder des informations. On a différents types de codes, par exemple Aztec, Datamatrix, QR code, qui chacun sont associés à un positionnement donné. Vous voyez, l'Aztec, on a une cible au milieu et puis on doit avoir 3 coins noirs et un coin blanc pour positionner l'orientation. Le Datamatrix, on a des bandes noires ici et là qui permettent de fixer une référence. Et le QR code, on a les 3 cibles sauf dans le coin en bas à droite. Et ensuite, la disposition des 0 et des 1 va permettre de coder, décoder une information. Notez que dans le polycopier du cours, je vous ai indiqué un QR code que je me suis amusé à faire renvoyant sur la page du site DTP du lycée. Bien, donc ensuite, une fois qu'on a créé un code, il faut transmettre les données. On va donc parler maintenant de transmission série de données. Il existe un grand nombre de protocoles de communication série. Sur les systèmes embarqués, les plus connus sont les protocoles RS-232, I2C, CAN. On va ici juste détailler un petit peu le protocole RS-232. Il est parmi les plus simples et permet de communiquer avec un ordinateur. L'idée donc c'est que de manière à fixer une référence, il faut identifier un bit de start et puis un bit de stop. Les informations sont transmises en octets, donc 8 bits par 8 bits. Et ici, vous voyez, LSB, le bit de poids faible, low, est transmis en premier, et le bit de poids fort est transmis à la fin. Donc ici, on a un codage qui est sur du 0,5 volts. Et quand on est à 5 volts, on est à 1. Quand on est à moins 5 volts, on est à 0. Ici, vous voyez que l'information est codée en inverse, c'est-à-dire que le niveau de tension bas correspond au bit à 1 et réciproquement. Et donc quand on regarde par un oscilloscope une transmission de données, il est important de pouvoir identifier le bit de start qui est finalement un enchaînement bien dédié, bien particulier. Vous voyez, le 1 0 1 0 1 0 correspond au bit de start associé à la transmission de chaque octet qui intervient ensuite. Donc soit bit de poids faible d'abord, bit de poids fort d'abord, il faut l'indiquer dans la transmission, il faut le connaître, et puis éventuellement en logique inversée, comme c'est le cas ici. Notez que lors d'un prochain TP, nous travaillerons sur la transmission TTL sur le robot Darwin, et nous décoderons à partir de la datasheet de cette transmission, nous décoderons quelques informations transmises. Voilà qui clôt cette première vidéo, et donc dans la seconde vidéo de ce cours, nous parlerons des systèmes à événements discrets.